Bonjour, c'est parti pour un nouveau chapitre d'Histoire de première, l'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales en France, 1848-1870. Entrée dans une phase d'industrialisation dans le premier tiers du XIXe siècle, la France est marquée par de profondes transformations économiques et sociales. Le Second Empire marque une étape décisive dans le décollage industriel et la modernisation du pays. Napoléon III est l'un des premiers souverains à autant privilégier des objectifs économiques. Cependant, ces bouleversements accroissent les inégalités sociales. Comment l'industrialisation et l'urbanisation ont-elles transformé la société française entre 1848 et 1870 ? Grand 1. Une modernisation encouragée par l'État. A. De nouveaux modes de production. Née au XVIIIe siècle au Royaume-Uni, la première révolution industrielle, fondée sur le charbon, ne s'impose en France qu'à partir des années 1840. L'industrialisation prend différentes formes. C'est la révolution de la machine à vapeur mise au point par James Watt en 1769 qui permet un accroissement considérable de la production de produits manufacturés. La production est de plus en plus mécanisée. Les chefs d'entreprise et ingénieurs rivalisent dans la mise au point de nouveaux procédés techniques et la modernisation de leur appareil productif. On assiste à de nombreuses innovations dans la métallurgie avec les hauts fourneaux en 1845 ou le procédé Bessemer en 1855. Dans le textile, c'est le métier à tisser. L'innovation, c'est aussi un nouvel espace de travail, l'usine. B. La politique volontariste de l'Empire. Les mutations économiques sont encadrées et encouragées par l'État. Influencé par les idées de Saint-Simon, Napoléon III accompagne la modernisation du pays par une action volontariste. L'État mène une politique d'aménagement en soutenant le développement des moyens de transport et les grands travaux d'urbanisme à Paris, Lyon, Rouen, Marseille. Les investissements publics augmentent dans les secteurs publics. Les relations entre le pouvoir et les industriels sont fortes. Achille Foult, par exemple, est ministre et banquier. L'État développe le système bancaire avec les banques de dépôt ou d'affaires, comme le Crédit Mobilier des frères Pereire ou le Crédit Lyonnais. Il permet la libéralisation des sociétés anonymes avec les lois de 1863 et de 1867 pour soutenir l'innovation. L'État favorise ainsi la naissance d'un capitalisme français et soutient le libéralisme. Le 23 janvier 1860, un traité de libre-échange est signé avec l'Angleterre, mais il est mal perçu par les manufactures et les élus. Émile et Isaac Pereire, deux frères d'origine portugaise, s'établissent à Bordeaux et deviennent des acteurs de la modernisation économique sous le Second Empire. Ils fondent en 1852 le Crédit Mobilier, une société par action destinée à aider les commerçants et les industriels dans leurs investissements. Ils étendent leurs activités dans de nombreux secteurs, chemin de fer, transport maritime, immobilier. Soutenus par Napoléon III, ils contribuent au développement économique de la France. La faillite du Crédit Mobilier en 1867 les pousse à se retirer de la vie économique. Mais ils restent députés. L'effondrement de la puissance financière des Pereire ne doit pas masquer leur apport considérable à la modernisation économique du pays. C'est la révolution des transports. L'essor des moyens de transport, les chemins de fer en tête, est la réalisation la plus visible de la modernisation. Le pays passe de 3600 km de voies ferrées en 1852 à plus de 23 000 km en 1870. En même temps, de nouveaux canaux sont construits, mais aussi de grands ports, comme Bordeaux, Nantes, Marseille, qui sont modernisés. Ainsi, le pays profite d'un véritable désenclavement qui permet l'apparition d'un marché national uni et facilite le commerce avec l'étranger. Les campagnes bénéficient de ce désenclavement. L'agriculture connaît de meilleurs rendements et les régions se spécialisent. On parle de l'âge d'or des campagnes. Les hommes et les marchandises peuvent circuler plus vite, plus loin et à des coûts inférieurs. Ce progrès continu favorise l'essor des échanges et stimule la production. Grand 2. Mutation des campagnes et des villes. A. Des campagnes très diverses. 70% de la population est rurale et 50% des Français sont des paysans. L'agriculture reste le premier secteur économique. La société française est très traditionnelle. La production agricole augmente de 25% entre 1850 et 1870. Napoléon III soutient la modernisation du monde agricole en promouvant les engrais comme le phosphate chimique et en rendant cultivables les régions insalubres comme les Landes de Gascogne ou la Sologne. Il encourage aussi le développement de la viticulture et la spécialisation des exploitations agricoles grâce au désenclavement des campagnes et à l'essor des échanges. La première batteuse mécanique mobile apparaît en 1866. Il ne fallait plus que 4 personnes pour cultiver 1 hectare de blé, contre 50 personnes en 1750. La productivité s'accroît. Les régions d'agriculture intensive comme le Nord et le bassin parisien se mécanisent et se spécialisent plus vite, en proposant de la pomme de terre ou de la betterave.
Les régions du Sud produisent des fruits ou du vignoble comme à Bordeaux. Cependant, ailleurs, la mécanisation est lente et les outils restent archaïques. Les investissements restent insuffisants. Les inégalités sont aussi sociales car les ouvriers agricoles n'en profitent pas. Certains ouvriers agricoles tentent leur chance en ville. C'est le début de l'exode rural, avec 130 000 départs en moyenne par an et la baisse de l'emploi agricole. B. Urbanisation et transformation du paysage urbain. L'essor des villes est favorisé par le développement industriel. Saint-Étienne, par exemple, double son nombre d'habitants en 30 ans. La ville comptait 56 000 habitants en 1851, elle en compte 110 000 en 1872. Napoléon III veut faire de Paris une capitale aussi moderne que Londres. Il confie cette tâche à Haussmann, préfet de la Seine, de 1853 à 1869. Les villes sont le lieu où la modernisation du pays est la plus visible. Le Paris haussmannien en est le symbole. Les quartiers insalubres et les petites rues tortueuses qui entravent la circulation sont détruits. De longues et larges avenues sont percées. Les gares de Lyon et du Nord sont construites. Des travaux d'assainissement permettent d'évacuer plus facilement les eaux usées. Des parcs, comme celui des Buttes-Chaumont, sont aménagés et des arbres sont plantés. L'Opéra Garnier, qui symbolise le rayonnement culturel de la ville, est construit entre 1860 et 1875. Les communes limitrophes comme Montmartre ou Belleville sont annexées. La superficie de Paris double et Paris passe de 12 à 20 arrondissements. L'haussmannisation touche aussi d'autres villes en province comme Lyon ou Bordeaux et même à l'étranger avec Barcelone. Grand 3, la question sociale au cœur du débat politique. A. La difficile condition ouvrière. Pendant l'âge industriel, les ouvriers représentent 25% de la population active. Ils travaillent dans des grandes usines comme les forges du Creusot, mais la majorité est employée dans de petites usines proches de l'artisanat. Leur travail est mécanique. Les conditions de travail et de vie des ouvriers sont de plus en plus difficiles. Le travail est non réglementé avec des journées de travail très longues et qui occupent des enfants, des femmes et des hommes. La vie quotidienne est précaire du fait des risques d'accidents et le chômage périodique fréquent. Les revenus sont faibles, ce qui limite la capacité d'épargner. Les ouvriers vivent souvent dans les quartiers périphériques des villes. B. Les revendications ouvrières. Les ouvriers prennent conscience de leur unité et de la nécessité d'être solidaires. Ils se côtoient à l'usine et dans les quartiers populaires. Ils constituent une nouvelle classe sociale, la classe ouvrière. Ils veulent être mieux représentés, comme le montre le Manifeste des 60 en 1864. Leurs conditions de travail et de vie difficiles les poussent à revendiquer des améliorations. Ils s'organisent alors en formant des associations mutualistes et des coopératives pour faire face aux accidents de la vie. Les ouvriers sont fortement influencés par un courant politique qui se développe au XIXe siècle, le socialisme, qui critique la propriété privée. Proudhon, par exemple, disait « La propriété, c'est le vol ». Pour obtenir des améliorations, il multiplie des grèves, mais celles-ci sont souvent réprimées. C'est Napoléon III et les ouvriers. Napoléon III écrivait en 1844 L'extinction du paupérisme, où il mettait en valeur le bien-être des ouvriers. Devenu empereur, il veut concilier le développement du capitalisme et la législation sociale. Il encourage alors le paternalisme chez les patrons. Il octroie aux ouvriers une limite de la journée de travail à 10 heures en 1851 pour les enfants de moins de 14 ans, 12 heures entre 14 et 16 ans, et l'interdiction du travail de nuit pour les moins de 16 ans. La grève n'est plus un délit en 1864. La loi du 25 mai 1864 n'autorise pas la grève, mais elle n'en prévoit la répression que dans le cas de violence ou de menace de la liberté du travail. Les syndicats sont tolérés à partir de 1866. Cependant, ces mesures ne mettent pas fin à la méfiance des ouvriers, le livret ouvrier persiste et le régime est qualifié de bourgeois. L'industrialisation transforme en profondeur la France. Elle entraîne de nouveaux emplois, des modes de déplacement plus efficaces et transforme les paysages. La France s'enrichit et devient une des principales puissances économiques mondiales. Mais si les conditions s'améliorent grâce à des progrès sans précédent, tous les Français ne profitent pas de ces bienfaits. La modernisation se poursuivra après l'Empire, comme illustre cette photographie de Paris qui se prépare à l'exposition universelle de 1889. C'est ce que nous verrons une prochaine fois. Merci et à très bientôt.